c'est bien d'avoir quelques notions d'informatique. Tout à l'heure, tu évoquais notamment l'informatique binaire avec ses 0, C1 et ses quantités de 0 et de 1, traitées notamment par des microprocesseurs. Et tu rappelles, et ça c'est intéressant parce que souvent on pense au début du binaire, on pense au début du microprocesseur. On oublie parfois une invention dont tu le dis, peut-être c'est une des plus essentielles, c'est celle du transistor. Ah bah oui. Ouais. Le transistor, il a été inventé en 1947 à base de germanium. À l'époque, ce n'était pas du silicium d'ailleurs. On a mis du temps à choisir les semi-conducteurs qui étaient utilisables à grande échelle pour faire de l'informatique. Et le transistor, en fait, s'appuie sur la connaissance de la physique quantique au niveau des atomes. Parce que pour inventer le transistor, il a fallu, d'abord beaucoup d'expérience, mais il a fallu bien comprendre comment fonctionnaient les transitions énergétiques des semi-conducteurs qu'on excitait avec du courant électrique. Donc toute cette excitation, elle est liée à la connaissance des niveaux d'énergie des électrons dans des structures cristallines, et ça s'appuie sur la physique quantique. D'ailleurs, en fait, le premier transistor a été conceptualisé dans les années 20, en fait. Et on peut considérer que le transistor, c'est le résultat de 30 années de recherche, mais interrompu par la Seconde Guerre mondiale et la physique nucléaire. Alors, tu l'évoquais tout à l'heure, le vrai changement de paradigme entre ces deux mondes, c'est l'invention, on peut dire, de théorie du fameux qubit. Mais le qubit, c'est théorique, c'est une notion théorique. On ne peut pas... Alors, le qubit, c'est une expression qui date de 1995, pour info. C'est relativement jeune. Ouais. Et en fait, le qubit, c'est à la fois un objet mathématique qui a des propriétés qu'on peut définir avec des matrices et des vecteurs, sans faire attention à la manière dont il est mis en œuvre d'un point de vue physique. Mais après, c'est quand même un objet physique. Okay. C'est un objet physique qui est incarné par un atome dans le vide dont on contrôle avec un laser le niveau d'énergie. Ça peut être un électron qui est piégé dans un semi-conducteur dont on va contrôler aussi avec des ondes électromagnétiques le spin. Et ça peut être aussi un courant supraconducteur dans une boucle dont on va contrôler la phase et l'amplitude avec différents moyens de contrôle. Oui, il a une matérialité, même si ce n'est pas un composant électronique. Et en fait, justement, c'est là où la différence entre l'objet mathématique qubit et l'objet physique qui est intéressante, c'est que l'objet mathématique, il est pur, il est beau, et c'est du calcul matriciel qui est parfait. Et quand on met en œuvre le qubit avec un objet physique, là, on a un objet qui est analogique et qui est imparfait. Et c'est là qu'on voit apparaître les erreurs. Et les erreurs, elles sont dures à limiter, elles sont dures à corriger. Et ça, c'est un phénomène qu'on n'a pas dans l'informatique classique. Il y a très peu d'erreurs dans l'informatique classique. Parce qu'on a deux états, 0 et 1, c'est du courant ou pas de courant. La différenciation entre les deux est clairement nette, précise. C'est ça le digital, c'est le fait qu'il n'y a que deux niveaux d'état d'un système électronique, qui est courant ou pas de courant. Dans la physique quantique, on est en analogique, en fait, et ça complique beaucoup le jeu, ça, en fait. Et d'ailleurs, ces multiples possibilités, tu l'évoquais tout à l'heure, on le représente sous la forme en général du sphère, avec longitude, latitude et toutes ces possibilités. Et tu as nommé d'ailleurs celui qui a inventé cette sphère. Oui, Félix Bloch. Voilà. En 1945. Oui, ça date aussi un peu. Ça date, oui. En fait, c'est un Français qui l'a inventé à l'origine, c'est Raymond Poincaré, en fait. Ok, en mathématicien. Alors je confonds toujours Raymond et Henri Poincaré, parce qu'il y en a un qui était président, l'autre mathématicien. C'est Henri, oui, moi aussi je confonds. Ouais. Les gens sauront faire la différence. On a fait un tournage à l'Institut Poincaré, donc, sans se souvenir du prénom. Je ne sais plus lequel c'est, mais enfin, c'est un Poincaré. Et la sphère de Poincaré, c'était l'équivalent de la sphère de Bloch, mais plutôt pour les photons. Parce qu'en fait, la manière dont on décrit les photons et leur polarisation, c'est que quand on est en haut et en bas de la sphère, on est sur des photons à polarisation circulaire, droite ou gauche, et quand on est sur l'équateur, on est sur des polarisations linéaires, en gros horizontales ou verticales. Et c'est la combinaison de deux polarisations circulaires qui donne une polarisation linéaire horizontale ou verticale. Et il y a une autre sphère qui est la sphère des spins aussi. Alors, on peut définir le spin d'un électron, pareil, de la même manière. Donc en fait, il y a une sorte de cohérence dans le modèle mathématique visuel de la sphère entre les photons, les électrons et le qubit en général. Ok. Alors, il y a un terme que tu n'as pas encore évoqué. Normal, on avance dans le temps, dans la compréhension de ces fameux qubits. C'est une notion essentielle aussi pour le calcul, c'est la porte quantique. Oh là là, oui. Alors là, je me suis venu une porte des étoiles, mais c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est qu'une porte quantique? Alors, avant même de parler de porte, il faut quand même parler d'un ensemble de qubits. Oui. Et de l'information qui est stockée dans cet objet quantique. Oui, parce que l'idée, c'est évidemment d'assembler des qubits. Voilà, alors il faut savoir que quand on a un seul qubit, en gros, il est capable de stocker l'équivalent de deux nombres. En gros, si on prend la sphère, c'est latitude, longitude, quoi. Alors, ce qui est original dans le monde des qubits, c'est quand on met plusieurs qubits côte à côte et qu'on est capable de les relier entre eux, la quantité d'informations qui va être manipulable
quand on va gérer l'information dans ces qubits, elle va croître exponentiellement avec le nombre de qubits. Ouais. Alors, la formule mathématique, c'est qu'on a l'équivalent de 2 puissance n nombres complexes pour n étant le nombre de qubits dans le système. Alors, nombre complexe, c'est l'équivalent de 2 nombres réels, quoi. C'est deux nombres qu'on peut comprendre. Donc, c'est 2 puissance n plus 1 nombre. Et pour manipuler cet espace d'information, il faut des portes quantiques. Alors, les portes quantiques, qu'est-ce que c'est? C'est des interactions physiques avec nos objets quantiques qui sont les qubits, hein, puisqu'on a vu que c'est des électrons, des photons ou des atomes. Donc, on va leur envoyer, en gros, des ondes électromagnétiques dans la tête, et ça va modifier leur état. Alors, on a en gros 2 types de portes quantiques pour modifier notre système quantique. Soit c'est une porte qui agit sur un seul qubit à la fois, et en gros, ça va faire tourner le vecteur dans la fameuse sphère, là, tout à l'heure. Soit c'est une onde électromagnétique qui va créer une interaction entre 2 objets quantiques, 2 qubits, et là, qui va les rendre interdépendants. Et c'est la puissance de calcul du calcul quantique va venir de l'interdépendance entre les qubits, et donc de ces portes à 2 qubits. Et on comprend en effet qu'on passe... Mais physiquement, c'est toujours une onde, en fait. C'est-à-dire que c'est assez marrant. Quand on regarde dans le détail comment on crée une porte quantique sur un atome, ou des atomes, ou sur des électrons, sur des photons, ou même des circuits supraconducteurs, c'est systématiquement un envoi d'ondes électromagnétiques, parfois préparées de manière intriquée pour qu'il y ait 2 ondes intriquées, et qu'on envoie en fait sur ces objets quantiques pour les relier entre eux, ou pour les modifier. Alors je te l'emprunte dans ton ouvrage, on comprend qu'on passe en effet d'une forme de déterminisme à une forme de probabilisme, ce qui fait que le calcul informatique ou le calcul l'informatique quantique, ils peuvent être complémentaires, mais d'une relative différence. Oui, alors là, on a zappé quand même une partie de l'histoire, c'est que quand on fait du calcul quantique avec ces fameuses portes quantiques, on manipule un espace d'information qui est extrêmement riche. On a 2 puissance n nombres complexes qui définissent notre état quantique de n qubits, mais quand on fait la mesure à la fin de notre calcul, de notre registre de n qubits, on récupère que des bits classiques. Okay. Donc, en gros, le principe, c'est le fameux vecteur qui est dans la sphère, quand il est quelque part, là, quand on mesure son état, on obtient ou 0 ou 1. Et ce qui compte, c'est la probabilité d'obtenir 0 ou 1. Et c'est pour ça qu'on fait le calcul plusieurs fois et on mesure après la moyenne pour obtenir une sorte de probabilité de 0 et de 1. Alors que si on faisait une seule mesure avec un seul calcul, dans beaucoup de cas de figure, on obtiendrait un résultat qui est très aléatoire. Et le paradoxe, c'est qu'il faut faire beaucoup de calculs, plusieurs fois le même calcul, moyenner le calcul pour obtenir un résultat qui soit plutôt déterministe, qui correspond à la solution du problème qu'on veut résoudre. Alors tu disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs façons de se représenter théoriquement le qubit au travers des sphères, mais il y a aussi différents types de qubits. Bah oui. Ouais, c'est ça. Hein. Ah bah ils sont tous très différents. Hein. Très différents, ouais, et différentes manières même d'un point de vue matériel de les obtenir, hein, différentes façons, dans le très froid, avec du laser, enfin c'est des technologies qui sont très différentes. Je vais essayer d'en décrire quelques-unes. On va prendre celle qui finalement la plus simple à comprendre, c'est les atomes. Les atomes, ça correspond à une solution qui est développée par une start-up française qui s'appelle Pascal, qui est basée dans le sud de la région parisienne. Et cette start-up, qu'est-ce qu'elle fait? Elle piège des atomes dans le vide, dans une chambre froide qui est grande comme ça, à peu près 20 cm de diamètre, c'est pas très grand, et sur un volume de même pas 1 mm3, il y a des centaines d'atomes qui sont contrôlés par des lasers, mais ils sont dans le vide. Ils sont tous pareils, les atomes, c'est des atomes de rubidium, et des lasers vont être capables de positionner les atomes à un endroit donné, de leur envoyer ensuite une onde laser qui va modifier leurs états, et une autre onde laser qui va les relier entre eux. Et donc, en gros, c'est des atomes, tout simples, isolés, on les contrôle un par un, et on est capable de gérer des interactions avec eux avec des lasers, avec de la lumière, en fait. Donc, c'est assez simple à comprendre, ça, disons. Oui, et c'est pas cette techno qui fait appel à la cryogénie? Alors, il se trouve qu'elle fait appel à la cryogénie, mais pas forcément là où on le croit. Pour avoir beaucoup d'atomes, on est amené à utiliser un cryostat pour refroidir la pompe, en fait, parce qu'il faut faire un vide parfait dans cette chambre froide. D'ailleurs, elle est froide. Alors, la chambre est froide par nature, puisque quand il y a très peu d'atomes à un endroit, c'est très froid. Ce qui définit la température, c'est le mouvement des atomes. Donc, s'il y a peu d'atomes et qui ne bougent pas beaucoup, on a refroidi le système. En pratique, en fait, quand on fait le froid avec des atomes dits froids, le froid était généré par les lasers et pas par un frigo. Parce que les lasers utilisent un phénomène qu'on appelle l'effet Doppler. Je ne vais pas détailler, mais c'est un phénomène qui permet de ralentir le mouvement des atomes. Et plus les atomes ont une vitesse qui est faible, plus c'est froid. Parce que la température, c'est le mouvement des atomes. Mais sauf que là, on est à l'échelle atomique, on n'est pas à l'échelle macroscopique comme dans un fluide, l'air ou le gaz, ou une matière classique. Et donc, en fait, on a un système dont on a contrôlé la température par un laser. Sauf que
pour faire ça, avec quelques centaines d'atomes, il faut faire le vide dans cette chambre. Il faut qu'il y ait juste les atomes de rubidium qu'on contrôle avec des lasers et rien d'autre. Et ce vide, il coûte cher à faire. Il est produit par une pompe qui aspire tous les atomes. Et cette pompe, elle a refroidi avec un cryostat pour être encore plus efficace. Et d'ailleurs, on y reviendra. C'est intéressant de remarquer que ça met en scène quantité de technologies. Il y en a beaucoup. Mais là, j'en ai donné qu'un exemple. Oui, il y en a beaucoup. Et on ne sait pas encore celui qui gagnera. On ne sait pas celui qui gagnera. Il y a les photons. Les photons, ils sont émis d'abord par un laser. Ensuite, ils vont dans une source très particulière qui sont ce qu'on appelle les quantum dots. C'est un système qui est capable de générer, à partir d'une lumière laser, des photons qui sont tous pareils, identiques, et avec un rythme une fréquence donnée. Et après, ils vont traverser des guides de lumière et des interféromètres et tout un tas de dispositifs optiques, puis à la fin, ils vont détecter. Et donc, le calcul est très différent, parce que le photon, c'est un qubit qui se balade, il bouge de qubit. Il n'est pas en place, comme l'atome qu'on a mis à un endroit donné. Et puis après, le troisième exemple, c'est les qubits supraconducteurs, qui sont dominants aujourd'hui sur le marché, IBM notamment, qui en est un des leaders, ou des sociétés comme Alice & Bob en France, ou IQM en Finlande. Là, c'est plus un seul objet quantique, c'est un circuit électronique qui est à 15 millikelvin, donc à très basse température, et on fait circuler des électrons, un courant électrique là-dedans, et il traverse une barrière qui crée ce qu'on appelle un effet tunnel, l'effet qu'on appelle l'effet Josephson, et le circuit de courant qui traverse cette barrière a des caractéristiques quantiques particulières qui est qu'on peut superposer deux niveaux d'énergie d'un courant oscillant là-dedans, comme une sorte de courant alternatif, et on va contrôler ça avec des micro-ondes. Donc c'est très particulier encore comme système. Le froid extrême étant une des données similaires à ces différentes technos. Alors oui, mais c'est pas le même genre de froid. Le froid des qubits supraconducteurs, c'est 15 millikelvin, c'est très froid. Le froid des atomes, c'est plus bas, c'est quelques nanokelvin, mais on l'a généré non pas avec un frigo, plutôt avec des lasers. Et les photons, en fait, en général, on refroidit leur source et leur détecteur, mais pendant qu'on fait le calcul, il n'y a pas de refroidissement. Alors, il y a déjà quelques années, j'avais commencé à regarder, à faire de la recherche par l'image, et j'ai vu que ça a évolué ces dernières années. Les images qui représentent le qubit, souvent, on en parlait ensemble au téléphone, ça ressemble un peu à des chandeliers. C'est à partir du moment où on veut travailler avec plusieurs qubits, ce qui est essentiel, ce qui est très complexe d'ailleurs. Souvent, il y a des technologies où on se vante d'avoir fait travailler tant de qubits ensemble, c'est pas toujours vérifiable. On peut dire que ça ressemble un petit peu à des chandeliers. Alors le chandelier, c'est un type particulier. Oui, c'est un type particulier. Voilà, le chandelier qu'on voit dans les images, c'est l'incarnation des qubits supraconducteurs ou des qubits dits de spin d'électrons et de quantum dots d'électrons. Donc typiquement ceux qui sont réalisés par une start-up française qui s'appelle Sequence, qui est basée à Grenoble. Donc effectivement, dans ces deux cas de figure-là, on est amené à refroidir à une température comprise entre 15 millikelvin et 1 Kelvin le circuit électronique qui va gérer les qubits. Et pourquoi on a besoin d'être très froid? On a besoin d'être très froid parce qu'on interagit avec les qubits par des micro-ondes. Ces micro-ondes ont un niveau d'énergie qui est très bas. Et pour que cette micro-onde soit bien comprise en gros par le qubit, il faut que le bruit ambiant soit beaucoup plus faible. Et le bruit ambiant, c'est un bruit thermique en fait. Okay. Et donc la température qui a été retenue pour ces qubits-là, c'est en gros l'équivalent de 10 fois moins que la température d'excitation de ces qubits. Alors pour connecter tout ça, il y a énormément de câblage, notamment supraconducteur. Alors c'est marrant, je l'ai lu à 3 fois dans ton ouvrage. Coaxiaux, moi je me rappelle du coaxial qui est le début quasiment de l'Internet en Ethernet. Il ne s'agit pas forcément de ces câbles-là. Le coaxial, c'est l'antenne TNT. Oui, c'est ça, oui. Alors c'est des câbles plus petits, c'est 1 mm de diamètre à peu près. Mais effectivement, on a des câbles au niobium titane pour les qubits supraconducteurs ou les qubits silicium. Et ces câbles, ils servent à faire circuler des micro-ondes. En tout cas, l'industrie du câble est évidemment concernée. C'est des câbles qui coûtent très cher. Les câbles supraconducteurs, ils coûtent, je crois, de 2000 € le mètre.